Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des courses du côté d'Annecy, le Grand Bornand et pas le Grand Beau comme dit Anne-Sophie Bernardis. Parce que déjà c'est sympa pour Annecy mais ils mettent encore de l'argent cette année, donc il faudrait peut-être un petit peu leur donner envie peut-être de prolonger dans 2 ans ou 3 ans, parce que pour l'instant la mairie n'a pas envie, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie, parce que c'est vrai que si la plupart des gens ne disent pas Annecy, ça peut être un petit peu un problème. Et le Grand Bornand, parce que je n'ai pas obligé de raccourcir tout au millimètre hein, non plus. Donc Annecy, le Grand Bornand, ça c'est pour Anne-Sophie Bernardis. Parce qu'on ne l'appelle pas Anne, seulement tout court. Anne Bernard, là, on l'appelle Anne-Sophie Bernardis, ça vient de faire la même chose du côté des noms de villes. Bon, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé dans ces deux courses. On parlera des garçons et des filles dans des conditions très compliquées. Les filles ont couru, les garçons c'était pas simple non plus, et on verra que ça a peut-être joué quand même sur les résultats de certains concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, ça sera demain à 21h, mais il y a également le biathlon qui continue, ça sera plutôt en 2025, et puis le Vendée Globe toujours, avec demain une vidéo, et puis il y en a déjà une qui est en ligne depuis 18h30. Si vous voulez me soutenir de moyens, soit vous rajoutez la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement si vous en avez les moyens et seulement si vous en avez l'envie également, vous pouvez faire un super fan et seulement si vous en avez les moyens. On commence tout de suite avec ces vidéos du côté des Mastart. C'était des Mastart qui étaient compliqués. Déjà parce que les Mastart, il y a celle du mois de décembre qui est difficile, je trouve, celle qui est juste avant les vacances, qui est compliquée de Mastart. Il y a celle qui est compliquée également quand c'est la dernière course de la saison. Parce que tu sais très bien qu'il y a quand même des concurrents qui, en termes de fraîcheur mentale, ne sont pas là. Or, la Mastart, c'est quand même déjà une confrontation, c'est un peu une bagarre quand même entre tout le monde. C'est une confrontation directe aussi. Et ce qui fait que si mentalement t'es pas prêt à ça, ça peut devenir vraiment une hécatombe. Ça a été le cas notamment pour Ponti-Luoma aujourd'hui, pour Justine Brezaz aussi, qui ont eu des courses extrêmement compliquées. Deuxièmement, les conditions climatiques ont rendu cette course encore plus difficile. Déjà hier, les poursuites avaient été dures, avec des conditions humides, notamment sur la piste. Là, aujourd'hui, c'était encore très très compliqué, avec beaucoup de neige pour les filles, et des conditions qui n'en rendaient pas énormément au niveau des skis, et surtout des skis qui n'étaient pas parfaits. Mais ça, c'était un peu le cas pour tous les concurrents, parce que c'était assez dur de faire des bons skis aujourd'hui. Vu que les conditions météo étaient assez changeantes et qu'elles ne respectaient pas forcément ce qui était prédit par les ingénieurs météo, dans ce qui faisait des petites surprises. Donc je savais dès le départ que certains, qu'il y aurait quand même des concurrents qui ne seraient pas du tout dans le coup aujourd'hui, et que ça serait une vraie guerre, et qu'il fallait mentalement être prêt à la guerre. Il fallait être prêt à ce que ça soit la guerre et à se battre. Et je pense qu'il fallait l'énergie pour ça, et certains n'avaient pas l'énergie, tout simplement aujourd'hui, et ont eu une course plus que difficile, ce qui va peut-être leur coûter des points au niveau du classement de la Coupe du Monde. On va commencer chez les garçons, et bien avec la victoire de Tarlier. Elle fait du bien celle-là, elle fait beaucoup de bien. Je trouve que la semaine dernière, notamment la chaîne L'équipe avait été assez dure avec Tarlier-Beu, je trouve. Notamment Alexis Boeuf, qui je trouve avait été très dur en disant il est nulle part au niveau des temps de ski, alors que c'était pas catastrophique au niveau des temps de ski, même si on a eu parfois des temps un petit peu meilleurs pour Tarlier-Beu, mais encore une fois c'était pas non plus ignoble, surtout qu'encore une fois il a pris un an de plus. Et je trouve que oui, les résultats n'étaient pas excellents, mais est-ce que c'était catastrophique? Pour autant, je ne crois pas. J'ai eu un petit bâillement. Donc pour moi, c'était des propos qui étaient assez durs. Et aujourd'hui, il fallait avoir de la fraîcheur. Le fait de ne pas avoir couru pendant 2 jours, je pense que ça lui a donné de la fraîcheur. Je pense que ça lui a donné
beaucoup d'envie. Et puis après, il fait un 19/20. Alors c'est marrant, Tariebeu, parce que pour moi, il y a le sprint où il est bon, l'individuel. Voilà, aujourd'hui, la Mastart, c'est vrai que c'est pas forcément l'épreuve où il a eu le plus de résultats ces dernières années. Ce qui est très drôle, c'est, je trouve, sur l'épreuve de poursuite où il a beaucoup de mal ces dernières années. Moi, je le disais, il est bon dans des épreuves qui sont assez différentes, le sprint et l'individuel. Je trouve que ce sont ces deux épreuves les plus fortes à Tariebeu. Et là, je pense qu'il avait une envie un peu supplémentaire de ne pas aller en IBU Cup parce que c'est ce qui lui. Oui, c'est ce qui pouvait arriver s'il faisait vraiment une très mauvaise course aujourd'hui. Et mentalement, il fallait être costaud quand même. Parce qu'il avait la pression. Il voit Johannes Beu gagner, mais il voit aussi Ouldal faire des belles perfs sur le sprint. Donc il doit se dire Ouldal, il va piquer ma place. Et là aujourd'hui, bah non, il a réussi à faire la course qu'il fallait au moment où il le fallait. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de pas complètement se fracasser sous la pression. Et non, moi, j'ai trouvé que c'était très très fort. La réaction aussi à l'arrivée. Tu vois, il en veut pas, par exemple, au staff. Certains auraient peut-être auraient un peu fanfaronné à l'arrivée en disant voilà, chute un peu au journaliste, chute au staff. Non, Tariebeu dit ouais, mais c'était normal, on va dire. Ils ont pris les fiches de temps, ils ont vu que j'étais le dernier norvégien. Bon, bah voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont mis derrière, mais c'était, on va dire, normal. Il y a pas eu un esprit de vengeance du côté de Tariebeu. Il y avait juste un esprit de bien faire. Et il a fait du bon job aujourd'hui, notamment sur le pas de tir, mais également dans la course, parce que c'est lui qui relance, quand à un moment ils sont 4 Norvégiens devant, c'est lui qui va relancer la course à ce moment-là, c'est lui qui en remet un petit peu, qui va même contrer un petit peu le retour de Johannes Beu en passant, et puis c'est lui qui s'écroule pas sur le dernier tir non plus. Donc non, très très belle course de la part de Tarier, et il aurait pu s'écrouler également sur le dernier tir, parce que il était en train de faire quelque chose de grand, il aurait pu avoir pas mal de pensées parasites au moment du tir, et ce qui aurait changé la donne. Et non, il n'en rate qu'une, et non, belle course de Tarier. Il peut être content de lui. Danilo Rittmüller, c'était la journée des Allemands. Déjà parce que chez les garçons, bah, ils en placent encore 3 dans le top 10. Donc, voilà, ça montre le bon niveau de performance. Chez les filles, ça a été encore supérieur avec un doublé. Danilo Rittmüller, ça reste un très jeune concurrent en Coupe du Monde, mais on sent que c'est un peu comme... ça fait partie des concurrents qui viennent de l'IBU Cup du côté des Allemands, mais qui ont passé tellement de temps en IBU Cup les années précédentes, parce que c'est des mecs qui ont fait parfois 2 ou 3 ans en IBU Cup. Lui, voilà, l'année dernière, il était en IBU Cup, il était en IBU Cup également en 2022-2023. Ça fait depuis quelques saisons voilà, qu'il est en IBU Cup. Il a même connu quasiment une saison blanche en 2022-2023. Forcément, il y a de l'expérience. Même si tu n'as pas forcément l'expérience du bruit, de l'univers Coupe du Monde, tu sais faire du biathlon. Encore une fois, il a un nombre de départs en IBU Cup qui est assez impressionnant. Donc c'est normal qu'ils n'arrivent pas non plus complètement perdus, quoi. Parce qu'il il date de 99, il est né en 99, donc il a 25 ans. Donc même si c'est ses débuts en Coupe du Monde, il a déjà un peu d'expérience quand même, il a beaucoup d'expérience, même en IBU Cup. Il n'arrive pas comme Jeanne Richard qui est arrivé à 19-20 ans, comme une Célina Grossian aussi qui est arrivée très jeune, comme Tannen Müller également. Il arrive lui avec de l'expérience. Il arrive avec beaucoup d'expérience. Et il s'en est servi aujourd'hui dans des conditions difficiles où il fallait être intelligent, où il fallait pas se rater dans cette course du côté des concurrents. Et il a été très bon parce qu'il savait aujourd'hui qu'avec un bon tir, tu pouvais très bien t'en sortir. Tu pouvais faire un bon résultat. Et puis le temps de ski est très bon. Mais ça, il avait eu déjà un bon de ski les dernières fois. Et il confirme que les Allemands en ce moment sont très bien, les Allemands et les Allemandes. Et ça, c'est super pour Ruhpolding et Oberhof, parce que les dernières années, c'était un petit peu tristoun, on va pas se mentir, quand on allait en Allemagne,
Bah ouais, il y avait de l'ambiance, mais bon, on savait que les Allemands avaient beaucoup de mal à rivaliser à part Franziska Preuss quasiment. Et là, Vanessa Voigt, il y a quand même une belle génération qui est en train d'arriver à maturité et qui est en train également de s'affirmer. Et c'est important pour l'Allemagne parce que c'est un sport hyper. Ça fait partie des sports majeurs allemands. Vous avez le biathlon également, le combiné nordique où ils sont pas mal bons du côté des sports allemands. C'est pas forcément le ski alpin, eux, qui les passionne le plus, ça c'est plutôt l'Autriche. Eux, ils ont une passion vraiment pour le biathlon du côté des Allemands et ils ont toujours eu des concurrents forts en biathlon sur les 30-40 dernières années. Et le fait de les avoir vus un petit peu disparaître depuis 2-3 ans, parce qu'il a fallu aussi compenser le départ de Dahlmeier, parce que c'est vrai que chez les filles, par exemple, Dahlmeier a arrêté très jeune. Et c'est vrai qu'il pensait que, bon, on pensait que Dahlmeier allait faire une carrière à la Martin Fourcade, parce qu'elle dominait autant que Martin Fourcade à l'époque. Et puis bon, elle s'est arrêtée hyper jeune parce que elle était fatiguée mentalement. Dahlmeier et du côté des Allemands garçons c'était plus compliqué. Alors il y avait bien eu des coups d'éclat, je pense notamment à Roman Rees qui est maintenant en IBU Cup, mais c'était souvent des petits coups d'éclat dans l'année, mais il n'y avait pas forcément de régularité dans la performance des Allemands. Et là je trouve qu'il y a un peu plus de régularité cette année et c'est vraiment pas mal, et ça commence à arriver pas mal à maturité aussi, et donc ça va être intéressant pour le relais allemand. C'est vrai que ces dernières années, au niveau du relais homme, il y avait France, Norvège, parce qu'on sait très bien que les Suédois, il leur manque un peu d'éléments pour être performants sur tout un relais. Là, ça va faire du bien d'avoir un relais qui peut vraiment tenir la cadence des Français, notamment dans les prochaines courses. Johannes Beu, un tiers plus compliqué, mais encore une fois, fatigue nerveuse. C'est le mot que je vais utiliser pas mal de fois, mais fatigue nerveuse. Hier, il a fait une grande course. Il en a beaucoup mis sur la piste hier. Et je pense que l'énergie qu'il a mis hier, et notamment l'énergie mentale pour faire craquer Ouldal, c'est de l'énergie qui lui a manqué aujourd'hui sur les skis. Donc voilà, c'est la différence. Et puis il fallait mettre les balles au fond, mais ça c'est de la fraîcheur mentale. La fraîcheur mentale, il en manquait pour faire le travail jusqu'au bout du côté du Johannes Beu, parce que des fois c'est la dernière balle qui manquait, et ça c'est parce que t'as pas fait le travail jusqu'au bout. T'es pas resté concentré pendant tes 25-30 secondes de tir, voilà, t'es resté concentré 20 secondes. Et ça, je pense que c'est un petit peu de manque de fraîcheur mentale. Sturla, correct. Bon, c'est correct, c'est une course de mec qui joue le général de la Coupe du Monde. Oui, correct, course correcte. Voilà, deuxième aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire sur sa course, voilà, il fait 2 fautes. Sur les skis, de toute manière, je pense qu'il n'était pas en mesure de rivaliser avec Tarier, foncièrement, enfin pas totalement. Et voilà, il rate les 2 balles sur le debout du côté de Surla, mais ça reste une course vraiment correcte, totalement du côté de Surla au niveau du tir. Au niveau du ski, je crois que c'était pas mal aussi au niveau du temps de ski. Et certes, bon, Johannes est toujours un petit peu plus rapide, mais devant au niveau de la Coupe du Monde, mais il essaye de limiter la casse et de ne pas se faire trop distancer. C'est pas évident parce qu'en ce moment on a du grand Johannes Beu, mais il essaye voilà, de rivaliser. Bon voilà, après c'est vrai que c'est une course normalement où il est voilà, à 4 tirs, donc on sait que sur les courses à 4 tirs, c'est toujours ce qui est un peu mieux pour lui. Mais là voilà, il fait le 18 sur 20, 2 erreurs. C'est pas souvent que ça arrive hein, du côté de Surla. Et je pense qu'il a un peu subi l'accélération de Tarier. Quand à un moment il décide d'accélérer, ça a fait un petit peu mal. Ouldal, il a joué. Bon, il a perdu, mais il joue, il apprend. Il me fait penser un peu à Emilien Jacquelin. Ah, Emilien Jacquelin qui joue énormément, tu sais, en début de carrière, qui tentait beaucoup de choses, qui tentait des méthodes différentes en début de carrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Emilien Jacquelin. Je trouve que Ouldal, il y a un côté qui est assez similaire à Emilien, c'est-à-dire que des fois c'est un peu foufou du côté d'Ouldal, alors il va falloir cadenasser ça, on va dire, mais le fait d'être foufou, le fait d'avoir des stratégies de course un petit peu osées, de tenter beaucoup de choses, de tenter des tirs debout très rapides, je pense qu'à un moment ça portera ses fruits. Alors peut-être pas cette année encore, mais déjà il a gagné une course, mais peut-être pas encore cette année en termes de régularité, mais pour moi Ouldal,
il n'y a pas grand-chose à corriger pour que ça devienne un champion du monde en puissance et un mec qui domine le général de la Coupe du Monde. Vous savez, il y a des gens qui arrivent sur le circuit Coupe du Monde où vous dites c'est bien, mais il y a encore du boulot. Ouldal, tu te dis c'est bien et il n'y a pas trop de choses à affiner. C'est-à-dire qu'il est déjà pas loin du maximum, Ouldal. C'est ça qui est beau. Là aujourd'hui, il tente encore sur le premier debout, ça passe pas, mais il se ressaisit bien sur le deuxième debout qui était loin d'être évident avec encore une fois des conditions climatiques qui étaient extrêmement compliquées, où tu vois que pas mal de concurrents font des erreurs. Swarom en fait 2, Sturla, Johannes en font 1, Tari en fait 1. Lui, il fait pas d'erreur sur le dernier tour. Et ça lui permet de se replacer. Encore une cérémonie des fleurs pour lui. Il prend l'expérience. Voilà, Martin Ouldal, encore des très bons temps de ski. Donc voilà, Emilien Jacquelin, vraiment dans l'idée, je trouve. Swerom, je trouve qu'il a eu du mal à remettre sur la fin. Swerom, sur les skis, sur le tir. Peut-être un peu de fatigue, voilà, tout simplement pour Swerom. Et encore une fois, cette fraîcheur mentale qui manquait aussi un petit peu peut-être. Parce qu'il n'a pas fait un dernier tour si canon que ça. Normalement, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de finir très très fort, je trouve, Swerom. Mais là, dans le dernier tour, ça m'a pas semblé si impressionnant que ça. Donc voilà, peut-être un petit besoin de repos. Navrat, Kuhn, dommage. 20 sur 20 pour Kuhn, 19 sur 20 pour Navrat. Des temps de ski qui n'étaient pas fantastiques du côté des deux. Donc c'était pas suffisant pour aller chercher les meilleures positions malgré des gros scores au tir. Fabien Claude, dommage les deux premières sur le coucher. Ça la font un peu mal. La double sur le premier tir parce que ça le met très loin avec un petit peu de trafic pendant la course. Forcément, ça lui coûte. Après, il finit bien. Mais là encore, j'ai envie de dire, c'est un peu comme sa poursuite. Il finit pas le travail. Yal l'avait dit sur sa poursuite. La dernière balle ratée sur le debout, elle fait mal. Là encore, elle fait mal parce que tu te dis, avec ce tour de pénalité en moins, ça fait 25 secondes. Ça jouait peut-être la cérémonie des fleurs. Donc, c'est un petit peu la frustration. Voilà, du côté de Fabien Claude, c'est ce travail qui n'a pas été fait jusqu'au bout, mais il finit premier français aujourd'hui, donc il peut être content de ça. Samuelsson, ouais, 10e, Sébastien Samuelsson. Encore là aujourd'hui c'était le coucher, le debout est passé mais pas le coucher. Normalement c'est plutôt le debout qui rate avec Samuelsson. Après il s'en sort mieux que Pontsilioma, mais c'est vrai qu'encore une fois ce manque de régularité au tir, c'est le même problème avec Alvira Huberg aussi. C'est ce qui fait la différence entre un Johannes Bö et un Legrid et un Samuelsson. Alors, Samuelsson, on sait qu'il est rapide sur les skis, mais il manque cette régularité-là au niveau du tir, cette fiabilité au niveau du tir. Et oui, il est capable dans des grands jours de gagner des courses, mais il faudrait qu'il soit capable de gagner des courses, pas seulement sur des grands jours, un peu plus toute la saison. Et là, c'est ce qui lui manque un petit peu. Eric Perrault, temps de ski pas canon, mais c'était déjà le cas hier, c'était un peu le cas pendant toute cette semaine, avec des temps de ski qui étaient loin d'être parfaits. 2 balles manquées aujourd'hui, hein. Hier il avait fait 100%, avant-hier il avait fait 100%, et puis je pense qu'il y a eu un peu d'énergie qui a manqué pour Eric Perrault, même si hier j'avais dit il a plutôt l'air d'être bien reconcentré sur sa course. Oui, quand même, parce que c'est un 18 sur 20 et ça reste un score tout à fait intéressant. Mais je pense qu'il a perdu quand même un petit peu d'influx nerveux avec cette victoire. Le fait de célébrer aussi avec pas mal de monde. Et puis cette ambiance, hein, Grand Bornand, Annecy le Grand Bornand, où vous êtes toujours proche des spectateurs, où vous signez quand même beaucoup d'autographes, ça fatigue forcément aussi. C'est peut-être un peu du mental qui vous manque à certains moments du côté d'Eric Perrault. Donc avec ces 2 erreurs, Pidouchny 12e, toujours une grosse stabilité au tir quand même, hein, pour l'Ukrainien. Jacob Fak, dommage les 2 erreurs sur le dernier debout parce qu'il était vraiment à la bagarre. Sinon ça aurait pu faire vraiment une très belle course et une cérémonie des fleurs également. Giacomel, malgré un 5 sur à 15 sur 10, pardon, j'allais dire un 5 sur 1, non, 15 sur 10, il finit quand même 14e, donc le temps de ski devait être peut-être un peu mieux que lors des derniers jours. Donc il y a peut-être une progression physique. Ça voudrait dire que Giacomel va peut-être commencer à être très dangereux du côté de Ruhpolding, du côté d'Antols Anterselva. C'est ce qu'on suivra du côté du mois de janvier. Campbell White, 17 sur 20, ça reste une course encore solide, hein, de la part de l'Américain. Mais il lui en manque un petit peu encore pour aller chercher les meilleurs à la régulière. Et puis Emilien Jacquelin, physiquement dur, mentalement dur. Voilà, 16 sur 20.
Bon, il l'a dit très clairement, il n'était pas trop dedans ce matin. C'était compliqué. C'était compliqué pour se mettre dedans du côté d'Emilien Jacquelin. Bon, c'est dommage, c'est des points un peu de perdu, mais bon, il finit quand même 16e, donc il y a quand même quelques points de marqués. Et puis Quentin Fillon-Maillet, c'est un peu comme Justine, au final, des courses qui ont été compliquées au Grand Bornand, Annecy le Grand Bornand pour les deux. Et là aujourd'hui, trop d'erreurs encore une fois, 15 sur 20, c'est pas suffisant. Et puis vous voyez un tour de ski qui n'était pas si exceptionnel que ça, parce que Giacomel est devant. Donc c'était une journée compliquée voilà, pour Quentin Fillon-Maillet. Et le repos des vacances de Noël va lui faire un petit peu de bien. Manzin 19 et puis Stalder 20e. Manzin qui laisse pas partir hein, comme Bell White au classement. On sent qu'il essaie de le garder toujours pas très loin. Christiansen, les 4 erreurs sur le dernier tir debout, elles font extrêmement mal, mais peut-être parce qu'il a vu Tariebeu s'en aller et qu'il s'est dit c'est bon, je suis en IBU Cup. Parce que je trouve quand même que la craquante, elle est surprenante du côté de Christiansen, mais ça a été un week-end compliqué pour Christiansen, parce qu'on l'a toujours senti pas hyper canon sur les skis par rapport à ce qu'il sait faire. Et surtout, j'ai trouvé que tu sentais qu'il était sous pression. Tu sentais que vraiment, il n'était pas hyper libéré et qu'il sentait le souffle de l'IBU Cup se rapprocher énormément sur lui. Et là, du côté de Christiansen, ça lui coûte cher, mais... oui, ce qui lui coûte cher, c'est surtout que Tariebeu réussisse. Si Tariebeu il fait 18e aujourd'hui, il y a peut-être une grosse discussion du côté du staff norvégien pour savoir lequel des deux on garde. Là, c'est sûr que il y a un peu moins de discussion. Donc Christensen se retrouve sur la sellette et surtout grâce aux performances à cause des performances de Houldal et puis ce que fait aussi un peu Johannes Delle en IBU Cup. Donc c'est un peu lui qui va sauter certainement. Et puis ensuite Horn, Lucas Hofer, Thierry Langer. Antonin Guigona qui finit avec 14 sur 20. Course difficile pour Antonin, mais il a pu profiter du public et même s'il dit qu'il veut que les jeunes le rattrapent, il le dit aussi, j'aimerais qu'il me rattrape, mais qu'il me laisse encore 1 an ou 2 ans, que je puisse arrêter à Milan peut-être l'année prochaine ou l'année après Milan, d'arrêter pourquoi pas au Grand Bornand, Annecy le Grand Bornand, après je ne sais pas si la manche aura encore lieu dans 2 ans. Mais voilà, ça serait peut-être une envie pour Antonin Guigona et puis Martine Ponsiloma. Oui, 10 sur 20 aujourd'hui, c'est un peu comme Lampitch, les deux ont souffert sur la piste aujourd'hui. On regarde un petit peu les temps de ski sur cette journée de compétition. Tariebeu, donc 6e temps de ski, donc c'était mieux par rapport au week-end précédent à Arfilzon où il tournait toujours plutôt aux alentours de la 15e place. Donc c'était mieux, ce qui lui a fait du bien cette... fraîcheur en course et on voit qu'il fait même le meilleur temps du 2e tour quand il a décidé de réaccélérer. Rittmüller, 2e et avec le 7e temps de ski, donc pas très loin de Tariebeu avec même un dernier tour où lui il n'a pas relâché, contrairement un peu à Tariebeu. On voit que même dans le 2e tour, il fait le 2e temps. Donc ça a été assez canon son 2e tour à Rittmüller et puis à Johannes Bö. 3e avec une belle course sur les skis. Par contre au niveau du tir c'était un petit peu plus compliqué, même le temps de tir seulement 20e, ce qui n'est pas canon pour lui. Sturla, course correcte, 4e temps de ski, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà, 2 erreurs aujourd'hui et Martin Houldal. 2e temps de ski, donc à 5 secondes de Johannes, donc ça c'est excellent. Dernier tour canon, on voit par rapport même à Swerum, qui lui n'a pas réussi à en remettre. Donc voilà, très belle course. Et puis plus compliqué pour Swerum sur le dernier tour, mais un très gros temps de tir pour Swerum aujourd'hui. Mais il a eu un peu plus de mal. Voilà, sur le dernier tour, 4 secondes 9. On sait que voilà, il n'a pas réussi à mettre ce petit coup d'accélérateur sur la fin de course, contrairement à d'habitude. Navrat, Kuhn, donc comme je vous disais, des temps de ski pas exceptionnels, un temps de tir aussi assez lent pour Kuhn. Fabien Claude, un très bon temps de ski parce que c'est le seul qui arrive à se mêler avec les Norvégiens, grosso modo aujourd'hui. Mais voilà, il y a ces dernières balles qui... il y a une erreur en trop pour Fabien Claude aujourd'hui. Samuelsson, 8e temps de ski. Donc pas si dingue que ça pour Samuelsson, mais ça reste, on va dire, raisonnable. Eric Perrault, 12e, 1 minute quand même de perdu, c'est compliqué. Et puis Giacomel, 10e temps de ski, un peu... non, même pas moins bien qu'hier.
Je pensais qu'il était mieux sur les skis, mais en fait moins bien qu'hier. Hier, il était 9e, je crois 9e ou 8e, et là plutôt 10e. Puis Émilien Jacquelin seulement 13e. Voilà, on a bien compris que sur la deuxième partie de course, c'était compliqué pour en remettre 14e, 22e, 15e. Donc ça a été difficile, peut-être aussi avec un phare pas si exceptionnel que ça. Et puis Quentin Fillon-Maillet, 11e temps de ski. Là aussi, ça manquait peut-être un petit peu de jambes. Et Antonin Guigona, là aussi, je crois que c'était compliqué pour Antonin. Voilà, seulement 27e temps de ski. Bon, il a relâché sur la fin, quand il voyait qu'il aurait de toute manière pas un bon classement. Mais vous voyez que même les tours précédents n'étaient pas exceptionnels pour Antonin. Et puis Martine Ponsiluoma. Bon, bah, trop d'erreurs aujourd'hui sur le tir, donc ça ne pouvait pas le faire. On passe aux filles du côté de la Mastart, la deuxième course de la journée, et avec un doublé allemand aujourd'hui, et une belle course du côté de Célina Grossian. Elle a toujours été un petit peu en deuxième épaisseur, je dirais, comme on dit, un petit peu en équitation dans les courses du tiercé. Elle a toujours été un petit peu en deuxième peloton, c'est-à-dire que elle n'était pas forcément tout devant, on la voyait jamais vraiment tout devant, et elle s'est un peu cachée, et dans ces conditions de ski difficiles, parce qu'il a neigé à partir de la moitié de la course, et cette neige intense a forcément ralenti les skis, notamment dans le dernier tour. Je pense qu'elle a gardé énormément de fraîcheur physique, ce qui a manqué peut-être à Preuss, ce qui a manqué aussi à Jeanne Richard. Et cette fraîcheur physique, le fait d'avoir toujours été un petit peu derrière et de s'être un petit peu caché, je pense que ça lui a permis de s'imposer aujourd'hui. Première victoire en Coupe du Monde de Célina Grossian, mais là encore, on sait que c'est une jeune pépite. Je m'attendais peut-être pas forcément à la victoire aussi vite du côté de Célina Grossian, parce que c'est un peu comme Jeanne Richard, c'est des filles qui ont encore beaucoup à apprendre aujourd'hui. Mais elle a beaucoup progressé, un peu comme Vanessa Voigt sur les temps de ski. C'est vrai que les Allemandes, il y a des gros progrès sur les temps de ski par rapport à ce qu'elle faisait l'année dernière. C'est ce qui fait la différence. Elle est tout le temps dans le top 10 cette année. Dans les temps de ski, elle est rarement en dehors du top 10 et elle n'a jamais été en dehors du top 20. Eh ben oui, mais bon, pour gagner une Mastart, il faut être dans les meilleurs. Et ça progresse. Je pense qu'elle a un bon classement aussi cette année en Coupe du Monde. Je n'ai pas regardé, on fera un point sur le classement de Coupe du Monde du côté de Sémange du Grand Bornand. Et puis quand elle aligne tout, c'est-à-dire le tir, la bonne stratégie et le ski, bah oui, ça fait des merveilles. Et puis, ce qui est fort avec Grossian, parce que c'est quand même une course qui a duré longtemps, c'est qu'elle a eu la caisse de finir. Parce que Jeanne Richard, je pense qu'il lui manque, c'est encore un petit peu la caisse, comme on dit en cyclisme. C'est-à-dire cette capacité à être encore là, comme on dit, en dernière heure de course, dans le money time. Je pense que c'est ce qui a manqué à Jeanne Richard. Célina Grossian, c'est là où elle a fait la différence. C'est dans le money time, c'est dans les 2 derniers tours, c'est là où elle arrive à être costaud. Donc non, chapeau, parce que elle a réussi à être très performante. Alors ça veut dire qu'elle aura un petit peu plus de pression et de visibilité aussi du côté de Oberhof et du côté de Ruhpolding. Il faudra voir comment elle arrivera à gérer ça, parce que la presse allemande peut être très sévère envers ses biathlètes. Mais aujourd'hui, elle a été excellente. Et puis ce doublé avec Franziska Preuss qui enquille les points en Coupe du Monde. Avec une course, c'était pas la meilleure sur les skis aujourd'hui. Tu sens que elle devait être un peu malade, donc c'était dur. Tout était dur aujourd'hui pour Preuss, parce que même le tir était peut-être un petit peu moins fluide, mais elle s'est concentrée. En fait, elle s'est servie de cette course. J'ai eu l'impression qu'elle s'est dit, cette course-là, c'est comme un entraînement, dans sa manière de l'appréhender. C'est comme un entraînement, c'est-à-dire, il faut que je fasse les choses bien. Voilà, il faut que je fasse les choses bien. Donc j'essaye de placer mon ski, j'essaye de faire le meilleur ski possible sans non plus m'enflammer. J'essaye de rester dans ce que je sais faire au tir. Je prends mon temps, mais mon objectif c'est de faire 20 sur 20. Et puis après, on verra comment ça se passera dans le dernier tour. Mais pour moi, elle avait un schéma de course qui était de ne pas se mettre dans le rouge, qui était de rester un petit peu dans ce qu'elle sait faire. Et pour moi, c'était un peu comme un entraînement. J'ai eu l'impression. C'est un entraînement où on essaye de faire le maximum de choses, on essaye de rester un peu au seuil en termes d'effort.
Puis de ne pas aller au-delà de ses limites, de ne pas se mettre dans le rouge, vraiment de rester peut-être à 90% de ses capacités et pas aller à 100%, parce qu'on n'a pas les capacités de tenir les 100%. Son objectif, c'était de tenir. Elle a tenu, elle marque des gros points aujourd'hui. Bon, voilà, elle peut être satisfaite de sa course. Bravo, voilà, Preuss, bravo. Polina Fialkova, réserviste aujourd'hui. Là, c'est aussi la belle histoire, Fialkova. On parlait de Tariebeu tout à l'heure chez les garçons, mais là, c'est la belle histoire. Elle ne devait pas faire la Mastart. Elle n'était pas dans les filles qualifiées, elle était réserviste. Bon, il y a des malades de dernière minute, elle se retrouve à être qualifiée. Elle ne fait pas la course de l'année en termes de tir. Elle fait 17 sur 20, mais elle a un super temps de ski. Je pense vraiment, elle s'est dit, allez, j'y vais, pas de regret, l'idée c'est de faire ma course, puis après on verra si ça fait le résultat, mais de toute manière je ne devais pas être là, donc ça lui a enlevé, je pense, énormément de pression à Fialkova, qui est quand même pas la dernière année aussi du circuit. Et elle s'est dit, bon, bah ça marche pas, et puis si ça marche, bah, ça peut peut-être faire un grand résultat, mais je pense qu'elle est arrivée avec vraiment zéro pression. Et après, bah, elle s'est retrouvée dans la meilleure position dans le dernier tour, la chasseuse. Et la chasseuse, bah, c'est toujours plus facile que quand on est chassé. Et puis bon, bah, Jeanne Richard fait une petite erreur sur la fin, ce qui fait qu'elle la déborde, mais c'est pas une course non plus où c'est pas un truc horrible, on va dire, d'avoir Fialkova sur le podium. Non, c'est pas horrible. En plus, il y a une belle histoire derrière. Elle a fait une belle course. En passant, je trouve, alors je sais plus c'est pas Ski Nordique qui a fait ça, mais il y a quand même eu une sorte de fausse polémique quand même hier, je trouve, et ce matin avec les supporters français. Où ça disait oui, ils ont été antisportifs avec Francisca Preuss et aussi Lou Jean Monod. Je trouve qu'on a tenté de faire une fausse polémique pour un peu que dalle. Je pense que hier il y avait beaucoup d'ambiance sur le stade, oui, et surtout il y avait des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du biathlon, je pense aussi, et qui n'avaient pas l'habitude qui n'étaient pas habitués au fait qu'il faut techniquement pas faire trop de bruit, on va dire, quand il y a la phase de tir. Après, de là à dire que c'était anti-sportif, il n'y a pas eu de sifflet sur Francisca Preuss, il n'y a pas eu, voilà, je pense que c'était pas de la débilité, certains ont dit c'était de la débilité, non, pour moi c'est de la méconnaissance, voilà. On vient voir un sport, on n'est pas habitué à voir ce sport-là, voilà, mais par exemple on est en vacances pour le ski, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont réservé dans les stations de ski, et tiens, on a voulu voir du biathlon aujourd'hui, où on aime le sport français, où voilà, on voulait voir du biathlon, mais on ne sait pas trop comment c'est les us et coutumes de ce sport, et on se fait avoir. Mais de là à parler de comportement antisportif, non. Non, on n'est pas sur les sifflets au moment du concours de la perche à Rio 2016. Hein. On en est loin quand même. Donc je trouve que voilà, mais même je trouve que c'est surtout des journalistes qui ont eu cette idée-là de faire de la polémique, parce qu'en ce moment, faire de la polémique, ça fait du clic. Ouais, comme c'est bizarre, c'est des sites internet. Qui dit clic dit hop là, on fait des petits bonus sur la pub, et surtout en décembre, c'est bien la pub parce que ça rapporte un peu plus. Et certains se sont dit tiens, normalement ça rapporte un peu plus qu'en janvier, en février, et qu'au mois de juillet, et qu'à moitié du mois d'août. Et que certains se sont dit tiens, si on faisait un peu du putaclic. Je trouve que c'est un peu stupide. Bon, passage terminé. Donc Batowska, non, c'est absolument pas inadmissible qu'elle soit sur le podium. Pour moi, voilà, elle mérite son podium. Et puis, ça va lui faire du bien aussi, parce que, un peu comme Justine, Justine l'année dernière, elle revient de grossesse. Donc pendant quelques temps, on ne l'a pas vue. Il faut remettre la machine en route, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, conclure cette période de remise en route par un podium. Je pense qu'elle va repartir extrêmement motivée du côté de Oberhof, elle aussi, et sur ces 3 prochaines semaines de compétition du côté du mois de janvier. Jeanne Richard, 4e. Manque d'expérience, voilà, mais c'est arrivé à tellement de sportifs de perdre dans les derniers mètres, que ça soit dans le cyclisme, que ça soit en Formule 1, que voilà, Ocon par exemple avait perdu un podium dans les derniers mètres face à Bottas, je me souviens, en Formule 1.
Ça arrive à tout le monde de perdre un résultat. Oui, elle l'a pas vu revenir. Mais bon, Van Gils, ça lui est arrivé cette année sur la Volta, hein, face à Roglic, où il a levé un petit peu le bras un peu vite. Bon bah voilà, elle s'est fait avoir. Je pense que elle a été surprise parce que elle n'a pas entendu Fialkova revenir parce qu'il y avait beaucoup de bruit et qu'elle n'a pas compris que le bruit c'était parce que Fialkova revenait et pas parce qu'on célébrait sa troisième place. Je pense que ça a été ça l'erreur. Après, c'est peut-être aussi les mecs du staff qui auraient dû lui dire Fialkova revient, t'as 6-7 secondes, fais gaffe, elle revient fort Fialkova, donc continue à en mettre, continue à en mettre. Et puis bon, elle le disait aussi, de toute manière, elle n'avait pas non plus beaucoup de possibilités d'en remettre. Donc il lui en manquait un petit peu dans le dernier tour. C'est ce qui lui manque encore, c'est les fins de course à Jeanne Richard. Là, la Mastart, c'est quand même la deuxième course la plus longue après l'individuel. Donc il faut avoir quand même les capacités d'en remettre. Et là, je crois que ça a été compliqué pour Jeanne Richard de remettre un petit coup de collier à ce moment-là de la course. Donc voilà, un peu trop difficile pour Jeanne Richard. C'est vrai que c'est une quatrième place frustrante par rapport à hier où c'était une belle quatrième place. Bon, après, techniquement, elle a le potentiel pour avoir des podiums en mois de janvier et peut-être même en mars avoir mieux qu'un podium si elle finit bien l'année. Donc oui, il y a une déception qui est normale, mais déjà elle a montré que elle méritait sa place en Coupe du Monde sur cette semaine du Grand Bornand. Donc déjà, je pense qu'elle s'est donné un petit peu d'air par rapport aux filles qui montent de l'IBU Cup. Et ensuite, Jeanne Richard elle a montré de très belles choses sur cette semaine. Donc il faut qu'elle se serve des choses qu'elle a faites bien. Ce que j'aime, c'est son interview d'après-cours, Jeanne Richard, où elle n'est pas complètement frustrée, où elle n'est pas complètement abattue, Jeanne Richard. Bon, donc je me dis qu'elle est en capacité de s'en remettre, et puis il faut qu'elle se serve de ça, pour la motivation, pour repartir à l'entraînement, et c'est parfois compliqué de repartir à l'entraînement après Noël, avant le jour de l'an, parce que oui, il faut réussir à s'y remettre, et c'est dur mentalement au moment des fêtes de partir à l'entraînement, alors que voilà, tout le monde est en train de célébrer les fêtes de fin d'année et fait des repas à droite à gauche et de rester dans son protocole, dans son programme, où faut pas manger trop, faut garder son régime alimentaire. Donc je pense que ça va la motiver, ça, et j'ai pas l'impression qu'elle se soit vraiment laissée abattre par ce résultat. Minkinen, 5e, elle fait une belle saison, hein, Minkinen, vraiment. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Julia Simon, 16 sur 20, il en manquait au tir, tout simplement. Mais malgré tout, 16 sur 20, 6e, cérémonie des fleurs, ça montre que sur les skis, on a retrouvé la grande Julia Simon sur les skis. Bon, là aujourd'hui, elle le disait, fraîcheur mentale qui manquait un petit peu hier, elle en a beaucoup mis sur la piste. C'est un peu comme Emilien Jacquelin, ça a été difficile de repartir, surtout que les filles, elles ont eu 3 courses en 3 jours. Contrairement aux garçons qui ont eu une journée de pause vendredi, donc ouais, ça a été plus difficile à encaisser, je pense, pour Julia. Et puis Lotte Lee, 7e, 17 sur 20, belle course de la Belge, enfin oui, quand même beau résultat de la Belge. Et puis Océane Michelon, avec un 16 sur 20, elle bat Elvira Heuberg. Alors certes, c'était pas de la grande Elvira Heuberg aujourd'hui, je pense que la neige, ça ne l'a pas aidée. Elvira Heuberg, parce que c'est une fille qui est très puissante, mais je pense que ses skis s'enfoncent dans la neige, dans la poudreuse. Donc je pense qu'elle a eu un peu du mal à jouer sur ça. Mais Océane Michelon, elle peut être satisfaite de sa course au niveau du temps de ski. Dommage de craquage un peu sur le premier debout, où elle fait 3 erreurs. Mais c'était un debout qui était encore une fois, les debout se sont fait quand même dans des conditions difficiles. Donc peut-être manque d'expérience du côté de Océane Michelon. Avec ces conditions-là de visibilité et puis ces conditions-là de tir. C'est dommage parce que ça la met un petit peu loin et puis elle se retrouve un peu dans le trafic, Océane Michelon, mais elle a réussi à se remettre dedans sur le dernier coucher, puis elle finit quand même dans le top 10. Hier, elle est déjà à la porte du top 10 sur la poursuite. Aujourd'hui, elle fait un top 10. C'est quand même là aussi un bon week-end pour Océane Michelon. Et je pense qu'elle a peut-être sécurisé sa place du côté de la Coupe du Monde, au moins pour les courses en Allemagne. Et puis Elvira, pas une grande Elvira sur les skis, pas une grande Elvira au tir. De toute manière, j'ai envie de dire pas une grande Elvira au tir sur cette semaine de compétition à Annecy le Grand Bornand.
Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'elle a fait cette semaine, quoi. C'était moyen au tir, même très moyen au tir, et sur les skis, un peu moins bien qu'à Contiolati, moins bien également qu'à Orphison, donc plus compliqué. Lena Ikigross, 17 sur 20, mais elle devait pas être mal sur les skis aujourd'hui, Lena Ikigross. J'ai pas regardé son temps de ski précisément, mais ça devait être plutôt intéressant. Puis Sarah Anderson, Lisa Teresa Hauser, qui pourtant avait eu des courses compliquées, début de week-end compliqué pour Lisa Teresa Hauser, qui arrive quand même à faire un 18 sur 20 aujourd'hui. Et puis Anna Orenthaler, sans faute, mais encore un manque de niveau sur les skis pour l'italienne, mais sur le tir, c'est déjà extrêmement solide. Hein, ce qu'a propose Anna Orenthaler, elle a raté quand même peu de balles depuis le début de saison. Ce qui lui manque, c'est le temps de ski. Et puis du côté de Lou Jean Monod, elle n'a jamais trouvé la solution, j'ai envie de dire, sur le debout, hein, sur cette semaine de compétition. Du côté d'Annecy, le Grand Bornand, elle n'a pas trouvé la solution. Sur le pas de tir, il lui en manquait un petit peu à chaque fois. Il y avait toujours un petit peu de raté. Là, aujourd'hui, c'est 2 fautes. Hier, c'était aussi pas mal de fautes. Bon, les 3 fautes vendredi. Voilà, elle n'a pas vraiment trouvé la solution. Elle n'a pas eu la sérénité sur ce week-end. Je pense que l'approche de ce week-end, il faudra qu'elle en rediscute avec les coachs, mais l'approche de ce week-end a peut-être été pas la meilleure. Elle a peut-être en fait un peu trop subi la pression et elle n'a pas réussi à s'en servir. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra discuter avec le staff. Parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive notamment au championnat du monde. Si elle arrive archi favorite au championnat du monde, qu'elle s'effondre totalement mentalement. Donc là-dessus, il va falloir travailler un petit peu. Et là, Iverson, sur les skis, c'était moins bien que sur les 2 premiers rendez-vous. Mais encore une fois, elle a dû chercher sa place en Coupe du Monde. Donc peut-être que le niveau de l'état de forme, il en manque un petit peu du côté d'Ella Alvarsson. Et puis Idalienne, le debout, comme hier. Hier, c'était 4 déjà, je crois, pour Idalienne. Sur le premier debout, aujourd'hui, ça serait parti sur les 2 tirs avec 2 fautes à chaque fois du côté de la Norvégienne. Sophie Chauveau, c'est pas l'idéal quand même. Sophie Chauveau avec seulement un 15 sur 20 aujourd'hui. Les 2 erreurs sur le dernier debout font mal parce qu'à 17, c'est plus du tout la même course. J'ai pas regardé son temps de ski, mais il faudra regarder si c'est exceptionnel. Je crois qu'elle était quand même dans le top 10 aujourd'hui, donc je crois que ça allait du côté du temps de ski, mais trop d'erreurs au tir. Et encore une fois, avec les filles qui montent en IBU Cup, notamment Paula Beauté, il y a un moment, ça va être compliqué de ne pas la faire monter en Coupe du Monde, Paula Beauté. Et forcément, il faudra faire redescendre quelqu'un, et ça risque d'être Sophie Chauveau. À part si une Justine Bressas se dit je suis complètement pas dans le coup au niveau du tir, il faut que je redescende d'un étage pour reprendre la confiance. On verra, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai peur que Sophie Chauveau se retrouve en IBU Cup en mois de janvier. Et donc du côté de Justine Bressas, en fait, il n'y a eu qu'une course réussie sur ces 3 premiers rendez-vous de la saison. Il n'y a eu que le sprint qui a été réussi. Sinon, il y a beaucoup trop de déchets au niveau du tir. Là, c'est encore la même chose. Il n'y a que Anna Maria Lampic qui a fait pied au niveau du tir, ce qui n'est pas vraiment une référence, encore une fois. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas au niveau du tir. On pensait qu'elle avait peut-être trouvé la solution après le sprint. Bon, après cette poursuite et cette mass start, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Et puis après, on descend dans le classement. Dorothée Avireur, pas top sur les skis parce qu'avec un 16 sur 20, elle finit quand même très très loin aujourd'hui, Dorothée Avireur. Donc il en manque encore un petit peu pour l'italienne qui n'a pas été exceptionnelle du côté du Grand Bornand, je trouve. On regarde les temps de ski. Célina Grossian, gros temps de ski avec le 7e temps. Donc ça c'est très bien. Et vous voyez qu'elle en remet sur le dernier tour. Elle fait un 4e tour pas exceptionnel. 3e, 4e tour où elle est cachée dans le peloton. Et on voit que c'est 2 tours qui ne sont pas exceptionnels. Mais ce qui lui a permis d'en remettre sur la fin et de déborder et même de lâcher complètement Franziska Preuss. Et puis un temps de tir qui était canon également avec le 4e temps de tir. Franziska Preuss, donc vous voyez le temps de ski pas bon. Pas bon parce que pas en grande forme, tout simplement. Et on voit sur le dernier tour qu'elle n'arrive pas à en remettre.
elle prend quand même 16 secondes par Grossian. Donc elle n'a pas réussi à remettre de la cadence sur les skis. Elle a vraiment souffert, alors que pourtant on voit qu'elle n'en met pas beaucoup hein, sur les premiers tours, qu'elle se cache un petit peu, qu'elle essaye de mettre tout le monde un petit peu dans un faux rythme. Mais elle n'a pas réussi à en remettre, contrairement à Célina Grossian. Et puis contrairement également à Fialkova. Deuxième temps de ski, déjà Fialkova, donc devant une Justine Brezaz notamment. Et surtout, dernier tour. Sur le dernier tour, c'est le meilleur temps. Eh oui. Donc ça fait la différence. Ça fait la différence au bout d'un moment, quoi. Hein, ce dernier tour. Elle colle 20 secondes à Jeanne Richard. Et les 20 secondes, c'est l'écart quasiment à l'arrivée, c'est ce petit dixième. Donc Jeanne Richard, c'est pas seulement le dernier tour où... c'est pas seulement sur le sprint d'arrivée où elle voit pas Fialkova. Non, elle était un peu cramasse aussi, physiquement. Donc peut-être plus beaucoup de lucidité non plus du côté de Jeanne Richard. Les 2 derniers tours sont compliqués pour Jeanne Richard. Elle perd quand même pas mal de temps sur cette fin de course. Donc ça lui coûte un petit peu cher. Et puis il y a aussi des progrès à avoir sur le temps de tir, peut-être. Mais elle a réussi encore une fois à faire des tirs très solides sur ce week-end. Je pense que c'est surtout sur les skis où elle peut faire de gros progrès, Jeanne Richard encore. Même si là c'est le 9e temps de ski, je pense que c'est une fille qui peut encore faire de gros progrès. Pardon. Minkinen, belle course aujourd'hui. Julia Simon, alors 10e temps de ski, sauf qu'il faut un petit peu pondérer, on va dire, ce mauvais score sur les skis. Le dernier tour, elle relâche. Hein. Beaucoup du côté de Julia Simon. Donc je pense qu'elle était plutôt au niveau elle était plutôt en une 15 peut-être de retard, donc ce qui la place plutôt au niveau d'Océane Michelon, je pense, en termes de temps de ski, parce qu'elle a quand même beaucoup relâché sur la fin. Et puis encore un temps de tir canon pour Julia Simon, mais un 16 sur 20, donc le travail n'a pas été fait à 100%. Lotelli, 15e temps de ski. Jeanne Richard, temps de ski encore une fois excellent, quasiment le même temps de ski qu'Elvira Heuberg. Donc ça c'est déjà une belle satisfaction. Maintenant il faut mettre les balles au fond, voilà, du côté d'Océane Michelon. Elvira Heuberg, pas top aujourd'hui pour Elvira. Alors c'est vrai que son début de course où elle se retrouve avec Justine Brezas à l'arrière, mais on sent déjà qu'elle n'est pas dans une grande journée. Elle ne tient pas Justine Brezas du tout sur ce premier tour de course. Et puis après, ça a été difficile d'en remettre sur la fin. Alors elle finit un peu mieux qu'elle a débuté. Elvira Heuberg, il y avait aussi peut-être un top 10 à accrocher, ce qui l'a remotivée. Au côté d'Elvira Heuberg, ça a quand même été un week-end du côté du Grand Bornand. On a senti que sur les skis, elle était un peu moins en forme, un peu moins fraîche. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu habituel chez Elvira Heuberg depuis les dernières saisons d'avoir un petit peu du mal parfois à partir de janvier. Alors là, ça a commencé déjà fin décembre, mais on verra ce que ça donnera du côté de l'Allemagne, parce que des fois, c'est vraiment là où ça devient très difficile dans l'année pour Elvira Heuberg, et ça serait dommageable que toutes les saisons se répètent un petit peu du côté de la Suédoise. Bon, les Nike Gross, le temps de ski, pas incroyable, donc d'un petit peu dans la lignée de ce qu'elle faisait sur les précédents rendez-vous devant Sarah Anderson et Lisa Teresa Hauser. Oren Thaler, là aussi 28e temps de ski, donc un peu compliqué. Lou Jean Monod, dommage au niveau des tirs, même si le temps de ski, elle nous habituait un petit peu mieux cette année. 11e, c'est quand même un bon résultat, mais c'est vrai que sur les derniers rendez-vous, elle était plutôt entre 6 et 8. Donc là, elle est un petit peu derrière ce classement du côté de Lou Jean Monod. Alvarsson, comme on le disait, au niveau des temps de ski, c'est pas top par rapport à ce qu'elle a fait en tout début de saison, désormais 22e. Un peu de fatigue. Idalienne, bon temps de ski, mais trop d'erreurs sur le debout. Donc c'est vraiment un truc qu'elle doit corriger si elle veut rester en Coupe du Monde le jour où Tendrevold reviendra. Sophie Chevaux, 8e temps de ski. Mais voilà, trop d'erreurs au tir pour Sophie. Puis avec un dernier tour vraiment pas canon du côté de Sophie, seulement 20e temps, mais peut-être du mal à se remettre dedans mentalement, parce qu'elle se dit, si les BU Cup qui arrivent, très clairement, je pense qu'il y a dû avoir des consignes le matin. Et puis Justine Brezaz, elle a beaucoup engagé sur le premier tour, et ça lui a resté dans les jambes quasiment jusqu'à la fin, avec un dernier tour pas exceptionnel. Mais là aussi, je pense qu'elle n'était pas satisfaite de sa course, Justine Brezaz.
Et puis Vireur, ouais, 26e temps de ski, donc pas du tout dans le coup aujourd'hui. Alors même si elle a énormément relâché sur la fin, elle était au niveau de la 18e, 19e place en temps de ski, donc elle est capable de faire normalement beaucoup mieux, Dorothea Vireur. On regarde tout de suite les classements du côté de la Coupe du Monde de ski, de biathlon, pardon, avec les différents classements. Et Franziska Preuss a désormais une belle avance, quasiment 200 points d'avance sur Elvira Heuberg. Elle profite également du faible nombre de points marqués par Lou Jean Monod, 3e, Julia Simon 4e, et Vanessa Voigt qui remonte bien dans le classement avec une 5e place devant Suvi Minkinen, qui passe devant Justine Brezaz malgré sa victoire au Grand Bornand. Elle descend à la 7e place juste devant Jeanne Richard qui fait le plein de points ici au Grand Bornand. Alvarsson, Célina Grossian, Davidova et puis Océane Michelon, 12e dans ce classement, derrière, devant Dorothea Vireur. Du côté des Norvégiennes, c'est un peu la soupe à la grimace. La première, c'est Knoten, mais qui n'était pas vraiment dans son assiette ici. Et puis, on voit que sinon, on a Kierkegaard, mais on est très loin. De ce côté-là, Sophie Chevaux, 25e, juste derrière Anna Maria Lampic, mais il en manque encore pour la Française, donc qui risque de redescendre en IBU Cup encore une fois. Du côté des garçons, là aussi Johannes Beu qui prend de l'avance avec plus de 100 points d'avance sur Sturla Lagrid, et Emilien Jacquelin déjà quasiment à 200 points, 3e, Eric Perrault 4e. Les deux sont devant Samuelsson, mais il va y avoir je pense une belle bagarre avec Swerum, avec peut-être certains Allemands aussi dans ce classement. Fabien Claude 8e, juste devant Martine Houldal, et puis Quentin Fillon-Maillet, pour le moment un petit peu à la traîne avec ses mauvais résultats du côté du Grand Bornand. Rittmuller remonte à la 14e place devant Christiansen, et puis Stromsheim aussi, c'est vrai qu'on a oublié Stromsheim, c'est peut-être Stromsheim qui va descendre en IBU Cup, parce que là il n'était pas en grande forme. Antonin Guigona dans le top 20, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis Emilien Claude, 40e pour le moment, avec 40 points du côté de ce classement. La reprise, elle se fera du côté d'Oberhof. On repartira avec du sprint à Oberhof. On peut regarder un petit peu le calendrier du côté de la Coupe du Monde. Donc Oberhof, ça sera à partir du 9 janvier, le programme. Ça commencera par un sprint féminin à 14h20 le jeudi, puis le vendredi, un deuxième sprint pour les garçons. Après 2 poursuites et 2 relais mixtes. Du côté d'Oberhof et du côté de Ruppolding, on aura de nouveau des individuels, mais avec la distance traditionnelle, c'est-à-dire 20 km chez les garçons, 15 km chez les filles. Et puis 2 relais, le relais homme et le relais dames. Et pour finir avec 2 mass start avant Antols, où on aura 2 sprints, 2 poursuites et 2 relais par sexe. Voilà, du côté d'Antols avant les championnats du monde à Lanzerheide du 12 au 23 février prochain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!